BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Au sommaire, Combini s'allie à M6 et plus particulièrement à Sisplay. Irakli Lobjanidze, le directeur général de Combini, est notre invité aujourd'hui. Les annonceurs américains prêts pour le Super Bowl, c'est Julien Casqui qui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis pour terminer, cette question, l'intelligence artificielle apporte-t-elle plus de risques ou plus de bénéfices dans le domaine de l'information et de la communication? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Réponse dans un instant. Hebdocom, c'est parti, ça commence. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca, bonjour à tous. Et nous recevons aujourd'hui Irakli Lobjanidze. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Combini. Combini a été fondé en 2008, compte 15 millions d'abonnés aujourd'hui et vient d'atteindre la rentabilité en 2022. Et vous venez tout juste d'annoncer de signer un partenariat stratégique avec Sisplay pour l'édition d'une chaîne Fast. Alors une chaîne Fast est une chaîne de streaming en continu gratuite et financée par la publicité. Cette chaîne va s'appeler Combini 24/24 et sera dispo donc sur la plateforme du groupe M6. Pourquoi et comment vous avez monté ce partenariat ? Alors, juste avant, pourquoi et comment, il y a deux choses dans notre partenariat. Il y a en effet le lancement de cette chaîne Fast, Combini 24/24, mais également un lancement de Corner Combini sur la plateforme Sisplay, qui est là pour le coup sur demande. C'est-à-dire qu'à la demande, donc, il y aura un corner qui sera disponible avec tous les programmes de Combini, plus ou moins 50 heures. Quand vous dites corner, ça veut dire que sur la plateforme Sisplay, il y aura un espace dédié Combini. Exactement, tout à fait, absolument. Et là, pour le coup, les téléspectateurs ils pourront aller voir sur Sisplay et choisir, là, pour le coup, le programme ou le format Combini qu'ils vont voir. Alors, il y a, pour le coup, un large choix des programmes, 50 heures, des programmes de nos formats phares comme Fast and Curious, les Vidéoclubs, Secret de tournage. Et Secret de tournage, c'est exactement. Et donc ça, pour le coup, c'est à la demande. Ensuite, il y a une deuxième lancement. Là, pour le coup, quelque chose que M6 et Sisplay lancent en ce moment. Et souvent, Combini, on aime être associés, être les premières dans le lancement. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui arrive. Donc, c'est la nouveauté, exactement comme vous le disiez. Et là, pour le coup, c'est en streaming. Donc, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire qu'un téléspectateur, s'il va sur cette chaîne Combini 24/24, il tombe à un moment sur le contenu Combini qui est en streaming. Donc, c'est-à-dire c'est en immersion, si vous voulez. Et puis, il choisit pas, le téléspectateur ne choisit pas ce qu'il regarde. Il regarde Combini parce qu'il sait qu'il va sur Combini, il va apprécier Combini. Et je reviens juste sur ma première question. Pourquoi ce choix et comment s'est monté ce deal ? Alors, ça, c'est très intéressant parce que donc, ce deal a commencé en mai 2022. En dîner avec notre partenaire commun qui est Snapchat. Combini est un des premiers partenaires de Snapchat depuis le lancement de Snapchat en France en 2016. Et donc il y avait un dîner entre les partenaires, on avait des discussions avec M6 et on s'apprécie mutuellement parce que là l'ADN c'est quelque chose qui est assez proche entre M6 et Combini. Et donc on s'est dit il y a des choses à faire. Et donc on avait plusieurs mois de discussions sur différentes possibilités et c'est un des projets qui sort aujourd'hui. Parce qu'on est persuadé avec M6 qu'on a l'ambition qui est exactement pareille, c'est divertir et informer les jeunes. Pour Sisplay, c'est un cible très important, alors que pour Combini, c'est le cible. Donc on est quand même le média qui est référent pour la jeunesse, le média digital. Et c'est quelque chose, en effet, on voit la complémentarité de deux côtés. Pour M6, évidemment, on apporte cette vision créative du contenu, connaissance très fine de la jeunesse, mais également notre regard décalé sur les contenus. Alors que M6 nous apporte évidemment toute l'infrastructure, la puissance sur le AVOD et évidemment toutes les équipes techniques qui nous aident à faire ce genre de contenu. Et la visibilité donc Bien sur cette sûr, plateforme. Évidemment. Donc c'est un deal gagnant-gagnant qui donnera lieu à d'autres collaborations que la Combini 24/24 comme vous le disiez, puisque vous mettrez en avant donc les programmes d'M6 aussi avec des contenus en exclus, des émissions de la
chaîne, comme par exemple des contenus exclusifs de Top Chef. Absolument. Et donc, Sisplay pourra diffuser vos contenus aussi. Est-ce que donc c'est un peu comme si vous faisiez de la pub mutuellement finalement? Alors, non, ce n'est pas les questions de faire la pub mutuellement, c'est la question d'apporter le meilleur contenu à notre audience qu'on considère, on peut avoir l'audience comment. C'est juste ça. C'est pas les questions de faire la pub. Donc là, on n'est pas sur ce terrain-là. Chacun a ses clients, ses annonceurs. Mais si vous avez du contenu M6 Top Chef, ça va donner envie aux utilisateurs d'aller regarder Top Chef. Alors exactement. Et donc ça, c'est une autre chose. C'est-à-dire que c'est une extension, si vous voulez, des audiences et donc les possibilités de faire la pub autrement. Mais nos partenariats sont basés sur le contenu tout d'abord. Donc il n'y a pas de business, il n'y a pas. Enfin, pour vous. Juste en termes d'audience, il y a un truc que enfin non pas que je comprends pas, mais que j'aimerais bien expliciter, c'est que bon, Conbini est connu universellement, j'ai envie de dire, ou pratiquement de sa cible, en tout cas, c'est-à-dire des consommateurs de contenus vidéo, digitaux, etc. C'est les 15-25 ans. Les 15-25, un poil plus même, bon voilà. Là, vous allez peut-être vieillir votre audience ou l'agrandir. C'est quoi le but du jeu en termes d'audience et par conséquent en termes de business derrière? Oui, donc évidemment, c'est une diversification, hein, ça c'est clair. Et sur plusieurs termes. Diversification, point de vue modèle économique, parce que là, pour le coup, on fait en syndication des contenus, et donc c'est évidemment derrière l'argent d'argent, et ça ne vient pas de la pub, donc ça c'est quelque chose d'assez important. De toute façon, pour tous les médias digitaux en ce moment, c'est important de se diversifier. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est une diversification des formats. C'est-à-dire que Conbini est consommé à 90% sur le téléphone, sur le portable. Ça nous... 90% 90% sur le téléphone, exactement. Ça nous permet évidemment d'accéder à un autre format de diffusion qui est le télé. Et là, ce qui est important, c'est qu'on va vers les formats plus longs. C'est-à-dire qu'on a déjà évidemment les formats longs, que la plupart des formats longs on diffuse sur YouTube, alors que là, on a une possibilité d'éditorialiser le contenu et faire la complétion. Et ensuite, évidemment, Donc vous n'allez pas mettre exactement le même contenu? Non, c'est-à-dire que c'est un contenu spécifique. Ce sera le contenu éditorialisé par thématique. Voilà, c'est-à-dire que ce sera une digest de tout ce qui existe chez Conbini. Et dernière chose, évidemment, sur l'audience. Alors, vous avez tout à fait raison. Audience, le cœur de cible de Conbini, c'est 15-24 ans. Alors ensuite, il faut garder en tête que Conbini, c'est un pionnier des médias digitaux. On a été fondé en 2008. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 15 ans. Donc, l'audience il y a 15 ans qui avait 15 ans, aujourd'hui, elle a 30, 35. Donc, c'est là ce qu'on se dit, qu'évidemment, pour nous, c'est important. Alors, pas vieillir notre audience, mais aller élargir notre audience un peu plus, dans une tranche d'âge un peu plus âgée peut-être, mais avec leurs intérêts qu'ils ont aussi. Et donc, le partenariat avec Sisplay, évidemment, ça nous permet de faire ça tout à fait in a nutshell, comme on dit. Vous réalisez plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50% proviennent du brand content digital. Deux questions. Rapidement, bien définir le brand content digital, ce que c'est exactement. Et deuxième, d'où proviennent les 50 autres pourcents? Alors regardez, brand content digital, c'est quoi? D'ailleurs, c'est un des types de revenus très classiques pour les médias en ligne. C'est quand le média crée un contenu spécifique pour les marques, pour passer les messages de publicitaires, mais en tout cas, c'est un contenu original qui est créé. Donc, ce n'est pas une pub classique, c'est un contenu avec les messages publicitaires. Sur ce marché-là, Conbini est typiquement du marketing d'influence. Alors, ce n'est pas un marketing d'influence, c'est-à-dire que tout d'abord, c'est les contenus. Regardez, je vous donne un exemple avec un de nos plus gros clients qui est Prime Video, on crée le brand content toute l'année, c'est-à-dire qu'on a des contrats annuels pour parler de tout ce qui se passe sur la plateforme Prime Video. Les acteurs des productions. Absolument. Prime. Et donc, on peut en discuter et raconter telle série ou tel film et tout ça. Et donc, du coup, est-ce que c'est une influence? Non, mais c'est surtout qu'on explique à l'audience qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver autrement. Et l'audience apprend quelque chose. Il se divertit en regardant, parce que Conbini, c'est toujours drôle. Donc c'est gagnant-gagnant. Exactement. Et donc, d'où viennent les autres 50%? Exactement. Je reviens là-dessus juste pour dire que cette activité brand content, c'est quelque chose évidemment essentiel pour Conbini. Donc, c'est pas seulement 50% de chiffre d'affaires, alors qu'il faut comprendre que c'est que 10-15% de tous nos contenus. C'est-à-dire que 90% de nos contenus sont évidemment pas de brand content. Et puis sur ce marché-là, on a 25% quand même en France. Et l'année dernière, on a cru à 33%.
D'accord. Donc c'est quelque chose qui pour nous, évidemment, c'est clé. Alors qu'est-ce qui est 50% restant? Il y a deux choses principalement. Il y a tout ce qui est la pub plus classique, dans le display. Alors, display sur notre site internet. Il faut quand même dire que notre site internet, il y a 5 millions de visiteurs uniques par mois, plus de 100 millions de pages par mois. Et, alors, ça, c'est sur l'ensemble des réseaux. Ouais. Ça, c'est vidéo view, exactement. Donc, c'est cette partie-là. Donc, c'est les pubs display, vidéo ou statique, voilà. Et une deuxième partie, ça, c'est notre agence créative intégrée qui s'appelle Kuehl. Et donc, cette agence créative intégrée, en marque blanche, on conseille les marques ou les institutions sur leur stratégie digitale, sur leur stratégie sociale, mais également on produit le contenu pour eux en marque blanche. Donc c'est du Combini B2B. C'est du Combini B2B, tout à fait. Pour terminer cette interview, c'est l'heure de passer au questionnaire de Julien Casqui, à l'étude de cas de Julien Casqui. Tout à fait, parce qu'on est tous des cas particuliers. On va étudier le cas Irakli Lobzhanidze. Lobzhanidze, pardon. Tout à fait. 10 questions en rafale. Allez, 2 go. minutes. 2 minutes, on va essayer de faire mieux. Ça ressemble à du format Combini, ça. On va essayer de faire mieux. On peut lancer le chrono. Compliqué quand même. Allez, c'est parti, votre réseau social préféré? Instagram. Le matin, comment vous informez-vous? Instagram. Combini en 3 mots. Créativité, jeunesse, décalé. 3 ingrédients pour un bon format vidéo. L'invité, L'invité, ouais. la créativité, la rapidité. Et la star dont vous êtes le plus fier? La star, Ouais, l'invité que vous avez eu, dont vous êtes le plus fier. Johnny Depp. Le format dont vous êtes le plus fier sur Combini? Il y en a tellement, c'est compliqué. Il y a tellement, en fait, un des formats récents, le format qui s'appelle Ça va, qui a été lancé par notre excellente directrice de la rédaction Marie Misset, qui parle de la santé mentale autrement, avec interrogation très d'un côté personnel, mais qui aide aussi à comprendre le sujet. La vidéo qui a fait le plus de vues sur Combini? Il y en a beaucoup. Il y a une des vidéos, je pense, sur les sextoys qui date il y a quelques années. Combien de vues? 18 ou 20 millions de vues, je crois. Est-ce que les contenus qui touchent à cette industrie-là du sexe font souvent plus de vues? Pas toujours, mais quand il y a une enquête derrière, quand en fait souvent c'est ça. D'accord. Avec notre partie Combini News, parfois on fait des enquêtes où on essaie de comprendre les choses et quand ça touche la cible, évidemment là pour le coup il y a des vues. Ouais. L'actu de la semaine pour vous, c'est quoi? Cette semaine, Ouais. les visites de présidents ukrainiens en Europe et surtout en France hier. Cyril Hanouna, Yann Barthès. Yann Barthès. Aujourd'hui, la télé traditionnelle, elle est quoi? Elle est ringarde, elle est... Pas du tout. Elle est là, mais elle se transforme. Comme on a fait avec M6 Combini, elle se transforme. Mais elle restera toujours là. Et on sera ravis qu'elle Donc reste le là. linéaire n'est pas mort? Non, je crois pas, non. Et ce sera peut-être pas exactement la même chose dans 2, 3, 10 ans. Mais non, je crois pas. Mais comme les radios n'ont jamais été morts, comme voilà, enfin non. Dernière question. Et puis pour terminer, est-ce que pendant cette interview, on aurait oublié de vous poser une question? Si oui, pas. laquelle? Je crois pas, non. On a tout abordé? C'était bon. Bon bah super, merci beaucoup Merci. Irakli Lobzhanidze, vous êtes directeur général de Combini, c'est Merci. parti pour le journal de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Le Super Bowl, c'est ce dimanche et le prix du spot publicitaire a encore atteint un nouveau record. 7 millions de dollars les 30 secondes, c'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Côté annonceur, on retrouve les habitués de l'événement avec Budweiser, Doritos ou Netflix. Mais contrairement à l'année dernière, il n'y a aucune plateforme de crypto-monnaie à cause de l'effondrement des FTX et du marché. Les marques d'alcool Henken, Miller et Rémy Martin Cognac font leur grand retour après 35 ans d'absence. Le groupe AB InBev a en effet renoncé cette année à son contrat de marque exclusive d'alcool. Le diffuseur Fox attend à 500 millions de dollars de revenus publicitaires. Google chute en bourse après un bad buzz cette semaine. La démonstration de sa nouvelle intelligence artificielle baptisée Bard ne s'est pas vraiment passée comme prévu dans une vidéo de présentation. L'intelligence artificielle s'est trompée dans sa réponse sur une question d'astronomie. Dans la foulée, le titre Google a perdu 7% mercredi. Et Bard constitue la contre-offensive de Google à ChatGPT, propriété de Microsoft. Certaines agences de pub commencent justement à lancer leur offre dédiée à l'intelligence artificielle.
Et c'est le cas d'Ogilvy Paris, filiale de WPP. Elle promet d'aider les marques à mieux appréhender et à saisir toutes les opportunités des nouvelles intelligences artificielles. Elle va s'appuyer sur une équipe de directeurs artistiques, de concepteurs, rédacteurs et de juristes pour répondre aux questions d'éthique et de gestion de droit sur la réalité virtuelle et les nouvelles innovations. Ogilvy Paris travaille déjà avec Accor, Nestlé ou Tinder. Le magazine VSD est placé en liquidation judiciaire. Il est touché par la hausse des prix du papier et de l'énergie. Son patron, le franco-libanais Georges Ghosn, a annoncé cette semaine qu'il ne pouvait plus faire face à un passif de près de 4 millions d'euros. VSD, c'est 10 000 abonnés. Il emploie une vingtaine de salariés. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne préférée d'Hebdocom de la semaine. Et on a choisi le retour de Quick à la télé. Ouais, et avec deux humoristes que vous aimez bien, Eric et Ramzy, avec qui Quick avait travaillé il y a 25 ans. Quick adopte un nouveau slogan pour l'occasion, le goût de se retrouver. Voici à quoi ça ressemble. Ils sont là-bas. Alors, je te présente les derniers Giants. Eric, quand tu m'as dit la famille s'agrandit, moi je croyais que Mais je parlais des Burger Quick, moi. Ok. Ouais. Eh ben, ça me soulage parce que je pensais que t'allais me fatiguer avec des bébés. moi. Mais t'es fou. J'ai pas de... Si, mais bien sûr. Corinne, elle vient d'accoucher. Oh, félicitations. J'ai complètement zappé. Super. Ouais. Et comment il s'appelle? Alors, Junior Giant, Giant, Méga Giant, Giant Max. Non, Et... le bébé. On n'a pas cherché. Non, j'ai zappé. Bah oui. Oh là là. Bah je sais pas, Jean. C'est bien, Jean. Jean-Yant. Jean-Yant Maxime. Giant Max, quoi. Et pour ce retour, Quick a prévu un plan média puissant en télé, en affichage et en digital. Des contenus exclusifs seront diffusés sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux. La campagne a été réalisée par les équipes de Quick et par l'agence Brand Nation. Merci Julien, c'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Et cette semaine, nous allons parler intelligence artificielle. ChatGPT par OpenAI a fait la une des médias depuis plusieurs semaines et Google a contre-attaqué ce lundi en lançant Bard, sa propre IA conversationnelle. Selon vous, le développement de l'IA apporte-t-elle plus de risques ou plus de bénéfices dans le domaine de l'information et de la communication? Et les Français considèrent que pour l'instant, elle apporte légèrement plus de risques que de bénéfices. C'est très léger à 51%. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Charlotte Ozen, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder. Frédéric Simotel, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste tech pour BFM Business. Charlotte, je commence avec vous. Qu'est-ce qui donne ce résultat ? Oui, on voit en effet que les résultats sont très serrés et qu'il y a une ambivalence très forte sur le sujet des risques et des bénéfices de l'IA. C'est en tout cas comme ça que les Français les perçoivent. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sujet de fascination-répulsion, il existe depuis la nuit des temps, enfin en tout cas depuis que l'innovation est entrée dans l'ère des hommes. Et on voit actuellement que les outils qui sont mis en place, comme notamment ChatGPT, n'arrivent ni à faire pencher la balance ni d'un côté ni de l'autre, parce que justement, on est à la fois très attiré avec un réel attrait pour tous les atouts de ces outils, et en même temps, il y a cette crainte universelle, notamment d'être remplacé, de perdre son travail, de ne plus avoir accès complètement à ces données, de ne plus maîtriser l'univers dans lequel on vit. Et je pense que il y a peut-être une ambivalence sur le mot intelligence. Oui. Vous savez qu'en anglais, ça veut... Ou plutôt artificiel, ce serait plutôt intelligence augmentée que intelligence artificielle. Et ben moi, c'est sur le mot intelligence, parce qu'il y a aussi cette idée en anglais que c'est très neutre, ça veut dire information, ça veut dire renseignement. Nous, on utilise en français le mot intelligence, ce qui finalement renvoie à une faculté strictement humaine, au fait de réfléchir, de penser, et c'est peut-être ça qui fait très peur aux gens et qui explique cette ambivalence prégnante dans le temps et qui est liée à toutes les phases d'innovation que nous traversons. Frédéric, pourquoi les Français sont si partagés ? Alors là, déjà, ils découvrent un peu plus, parce qu'on utilise tous un peu d'intelligence artificielle tous les jours quand on fait du Waze pour circuler, quand on fait des recherches sur Internet, quand on nous propose un autre produit, il y a de l'intelligence artificielle derrière. Mais voilà, c'est un peu noyé tout ça. Après, ce qui était dans l'industrie, les robots
à moins qu'on travaille dans les usines, on ne les voit pas. Là, pour la première fois, avec ChatGPT, on voit quelque chose, on se dit, flûte, moi je suis journaliste, quelqu'un pourrait écrire un article à ma place. Moi je suis avocat, ah ben tiens, quelqu'un, si je lui saisis un peu toutes les jurisprudences et tout ça, il peut sortir des conseils à ma place. Enfin voilà, il y a tout un tas de métiers. Donc là, on est un peu plus alerté parce que, alors déjà, il y a un accès grand public, on n'a pas à sortir des mots compliqués, je cherche ces 3 lettres. Non, on parle à l'intelligence, enfin au ChatGPT comme on se parle entre nous. Donc il y a ça. Les réponses sont hyper structurées. Alors après, elles sont il y a des déviances, c'est pas tout à fait bon. Mais je pense qu'il y a ce côté risque qui apparaît parce que d'un coup, là, on s'est tous pris un peu en pleine face en se disant. Ah oui, quand même, il parle super bien, en français en plus, parce qu'il faut quand même voir qu'avant c'était souvent des produits en anglais, là c'est en français. Donc voilà pourquoi on voit un peu cette crainte. Ensuite, voilà, ce qu'il faut être, c'est... Moi, ce que je remarque dans tout ça, c'est que tous les chercheurs interrogés, on l'a vu, ils ne l'ont pas pris d'un point de vue négatif. Par contre, ils ont tous dit une chose, faut être accompagné, il faut maîtriser, il faut contrôler, il faut comprendre. Charlotte, on voit un petit peu plus dans le détail du sondage que les femmes considèrent que les intelligences artificielles représentent plus de risques pour l'information et la communication. Pourquoi les femmes et pourquoi moins les hommes ? Oui, c'est en effet une des données de ce sondage. Les femmes, les personnes âgées aussi font pencher la balance un peu plus du côté des risques. Alors pour les personnes âgées, on peut penser en effet que ce sont des personnes qui utilisent moins Internet, utilisent moins les nouvelles technologies. Pour les femmes, on sait que la part de développeurs, la part des personnes qui travaillent dans la deep tech sont encore plutôt masculines. Ça explique peut-être ce décalage. Néanmoins, ce que je trouve assez intéressant aussi dans cette peur, et peut-être qu'on n'a pas abordé, c'est le fait qu'avec ChatGPT, pour la première fois, les métiers à haute valeur intellectuelle sont peut-être en phase d'être remplacés. C'est-à-dire que les métiers donc manuels ont été remplacés par l'industrie. Là, les métiers dans lesquels il faut réfléchir... Faites référence aux journalistes. ...peuvent peut-être un jour être en tout cas accompagnés de façon très forte par la tech. Finalement, qu'est-ce qui reste ? Les métiers dans lesquels on décide, la prise de décision, à ce stade, n'est pas encore en phase d'être remplacée, mais on voit bien que là, on est en train de passer une nouvelle étape. Le support client, par exemple. Là, aujourd'hui, on dit tapez 1 si vous voulez un truc sur votre ligne, 2 si c'est un problème de facturation. Et, imaginez donc là, on est encore 1, 2, 3. Quand on sait quand on a un robot un peu en ligne. Là, on imagine au téléphone, on va pouvoir discuter parce que cette ChatGPT va se transformer aussi avec du vocal. Robot, et là, on va pouvoir dialoguer comme si on était quelqu'un en disant j'ai un problème avec ma facturation. Le mois dernier, déjà, j'avais 10 € en trop. Ce mois-ci, j'ai 4 € en trop. Et derrière, le robot va ressortir un peu tous les... alors là, pour le coup, prend la place de l'humain. Frédéric ? Au fond, est-ce que là, pour le moment, si on regarde ce sondage, il n'y a pas aussi une méconnaissance, c'est-à-dire que le 50-50, il est quelque part dans le fait que on est d'abord tout au début, c'est très récent quand même. Ça fait quelques mois à peine qu'on s'en sert, qu'on le découvre, et que effectivement, comme vous dites, intelligence artificielle, il y a quelque chose d'un peu, même dans le mot, un peu inquiétant. Est-ce qu'au fond, c'est pas pour le moment une méconnaissance ou de la peur ? Moi, c'est ça que je me demande. Est-ce que ça montre que les Français ont peur, se méfient, ou est-ce que ça montre effectivement que c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances ? Oui, je pense qu'il y a en effet une peur irrationnelle qui, pour l'instant, n'a pas été assainie par la tech, clairement. Parce que tout le monde, encore loin de là, en France, s'est servi de ChatGPT. Ça reste encore un truc peut-être plus de geek, mais enfin... Oui, mais après, ça fait la une du Parisien, ça fait la une de plein de quotidiens régionaux. C'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'on c'est aussi par médias interposés. Tant qu'on l'a pas essayé, après tout, on ne sait pas non plus exactement comment. Mais c'est pour ça que tout à l'heure je disais. Alors certainement le mot intelligence, oui, j'ai jamais pensé. Moi, je pensais toujours au mot artificiel. Je trouve qu'on devrait appeler ça de l'intelligence augmentée. Oui. Voilà, nous on est voilà, ça vient nous apporter un plus. Ça va faire des résumés. On est avocat, ça va nous faire un résumé de tout un tas de documents. Et puis ensuite, on n'aura plus qu'à travailler un peu et à sortir. C'est ça. Et là, on est dans de l'aide, dans de l'appui, et pas dans quelque chose qui vient remplacer l'homme, qui est, je pense, la peur irrationnelle qu'on peut avoir chevillée au corps vis-à-vis de ces nouvelles solutions. Merci beaucoup Charlotte Ezen, vous êtes associée chez Tilder. Merci Frédéric Simoutel, vous êtes éditorialiste tech pour BFM Business. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média.
Frédéric, on parle d'un championnat cette semaine. Oui, Rebecca, on parle d'un championnat de la création publicitaire, un championnat de France, celui organisé chaque année par CB News et dont le palmarès a été dévoilé cette semaine. Il s'agit du Hit Parade CB News qui rassemble la presque totalité des agences créatives de notre pays, des très grandes comme BETC, DDB, Publicis, peu moyennes comme Buzzman ou Rosa Parks, et puis des petites comme BrainStation ou Steve. Au total, une trentaine d'agences participent chaque année à cette compétition en envoyant tous les mois 3 campagnes au maximum, film, print, radio, digital, peu importe. Elles sont jugées par un jury composé de journalistes de la rédaction et de créatifs qui sont invités, qui attribuent 1 à 4 étoiles aux campagnes en fonction des critères créatifs. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on ne juge pas l'efficacité des campagnes, mais l'idée et l'exécution de l'idée, c'est vraiment ce qu'on appelle la création. L'on fait le total des comptes en fin d'année et c'est ce qui nous donne la meilleure agence de l'année. Et donc le vainqueur est ? Cette année, BETC qui revient sur le podium pour la 7e fois en 11 ans, donc ils sont quand même plutôt bien placés. Ces deux suivantes sont DDB Paris et Buzzman. DDB a gagné 3 ans de suite, Buzzman l'année dernière, et ces trois-là donc dominent très largement le paysage publicitaire depuis quelques années. Mais le HIT permet aussi de récompenser des agences plus petites grâce à un classement qu'on appelle pondéré, qui permet d'égaliser les tailles. Et cette année, c'est l'agence The Good Company qui l'a emporté. Mais il n'y a pas que les agences qui gagnent des prix des Hit d'Or. C'est vrai, Rebecca. Je me demande si vous n'étiez pas dans le public l'autre jour, quand même, à la salle au pavillon Wagram. En réalité, l'idée, c'est de primer les créatifs, les métiers de la création. Donc, chaque étoile attribuée à une campagne retombe en quelque sorte sur les métiers, sur les illustrateurs, les producteurs, les concepteurs, rédacteurs et j'en passe. Toute cette pyramide de métiers de la pub au sommet de laquelle on trouve un directeur de la création. Cette année, c'est naturellement celui de BETC qui l'emporte, Stéphane Xiberas, qui, je crois, sera sur ce plateau la semaine prochaine. Je crois aussi. Merci Frédéric Roy. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout en replay et à la demande sur toutes nos plateformes. Très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.